Depuis la nuit des temps, l'être humain rêve de se rendre dans l'espace. De nos jours, ce voyage est matériellement réalisable. L'idée d'envoyer un objet ou un être humain dans l'espace fut évoquée par des romanciers quelques centaines d'années avant que cela ne puisse être réalisable. Mais il fallut attendre jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle pour que l'envoi d'engins dans l'espace passe du rêve à la réalité. Voyager dans l'espace, atteindre une autre planète, quitter le vaisseau Terre à la recherche d'un monde inconnu. Cette pensée ancestrale ne date pas d'aujourd'hui. Les premiers récits relatant voyages et conquêtes spatiales étaient écrits dans un but purement philosophique. C'est ainsi qu'aux alentours des années 125, Lucien de Samosate écrivit un récit relatant le voyage d'Ulysse, ce dernier allant vers la Lune à bord de la panse d'une baleine. À l'époque, les écrivains abordant ce sujet ne manquaient pas d'un peu d'imagination. Revenons au voyage d'Ulysse. Une fois arrivé sur la Lune, il assiste à une guerre opposant les Sélénites, nom donné aux habitants de la Lune, contre les habitants du Soleil. Inutile de préciser que ce récit n'était pas basé sur un aspect technique. En effet, par le biais de ce texte, Samosate critiquait la société de son époque. Les premières fusées n'avaient pas pour but d'amener un humain dans l'espace. En effet, avec un contexte de guerre, une préoccupation était de construire des missiles. La première utilisation de missiles fut relatée dans un récit. Il s'agit de la chronique de Dong Kangmu en 1232. Ce dernier témoigna de l'utilisation de fusées dans un contexte de guerre. C'est ainsi que les Mongols, lors de l'attaque de la ville de Kefeng, attaquèrent l'ennemi avec des engins. Ces engins étaient à l'époque des tubes de papier ou de carton contenant de la poudre, dont le tir, plus qu'aléatoire, mettait presque plus en danger l'allumeur que l'ennemi. Je vous propose à présent de partir en Chine. Là-bas, il existe un mythe, celui de Van Hu, un Chinois du XVIe siècle. Ce dernier aurait en effet essayé d'atteindre la Lune à l'aide d'une chaise sous laquelle étaient disposées 47 fusées. Ces dernières ressemblaient aux fusées utilisées lors de l'attaque précédente. Il est inutile de préciser que cette tentative a échoué. En 1649, Savinien explique 8 techniques qu'il définit comme possibles dans le but d'atteindre la Lune, ainsi que 4 destinées à aller au Soleil. En effet, il paraîtrait qu'à l'époque, bon nombre de gens souhaitaient se rendre sur le Soleil. Revenons au procédé de Savinien. L'un d'entre eux consistait en plusieurs fusées à poudre allumées successivement. Une approche tout à fait comparable aux fusées à étage modernes. Mais pour autant, tous les récits de cette époque restaient d'un but purement philosophique. Le sujet devint plus technique aux alentours du XIXe siècle. C'est ainsi que Jules Verne fut un des premiers à aborder le sujet de la conquête spatiale sous un autre angle. En 1865, il écrivit De la Terre à la Lune. Ce livre fut diffusé à une échelle mondiale, encore aujourd'hui. Dans cet ouvrage, Jules Verne raconte un voyage à destination de la Lune à bord d'un obus tiré par un canon géant. C'est déjà mieux que dans la panse d'une baleine ou sur une chaise volante. Achille Hérault, un ingénieur, imagina dans son ouvrage intitulé Voyage à Vénus, un voyage vers Vénus. Il est écrit que ce voyage est réalisé grâce à un vaisseau à réaction. Plus tard, en 1901, Herbert George Wells publie Les premiers hommes sur la Lune. Dans son roman, ce dernier explique que cette odyssée spatiale peut voir le jour grâce à un matériau qu'il nomme cavolite. Ce dernier serait, selon Herbert, capable d'annuler les effets de la pesanteur. Malheureusement, à cette époque, peu de gens envisageaient sérieusement le voyage dans l'espace étant réalisable. Pourtant, l'avancée de la science et des techniques de l'époque aurait pu permettre de sérieux essais de décollage et de libération de l'atmosphère terrestre. La conquête spatiale fut donc laissée à l'abandon par la plupart des gens. Tout paraissait perdu.
Mais au début du XXe siècle, en Russie, Konstantin Tsiolkovsky, un instituteur, réfléchit à un engin à réaction capable d'atteindre une vitesse suffisamment élevée pour permettre, en théorie, la mise en orbite et l'évolution d'une fusée dans le vide spatial. Il compile ses idées à l'écrit, mais étant limité par les technologies de l'époque, il ne put point passer à la pratique. Konstantin ne fut que peu connu pendant sa vie. Mais ce ne fut que rétrospectivement qu'il fut considéré comme un grand pionnier. Quelques années plus tard, à partir de 1909, Robert Goddard, enseignant d'université aux États-Unis d'Amérique, travailla sur la réalisation d'une fusée à étage et à propulsion liquide, recherches pour lesquelles il finit par déposer un brevet. Il commença lui-même à fabriquer des prototypes. Ensuite, il fut financé par le Smithsonian Institute, puis, lors de la Première Guerre mondiale, par l'armée américaine. Goddard vit sa première fusée à propulsion liquide quitter le sol le 16 mars 1926, pour un vol qui durera 2,5 secondes et une hauteur maximale de 13 mètres. Malgré l'apparence, ce vol fut une très grande avancée dans l'histoire de la conquête spatiale. Pendant ce temps, en Allemagne, Hermann Oberth publie sa thèse en 1929, La fusée dans les espaces interplanétaires. Puis, il rédige le livre Le voyage dans l'espace en 1924. Les fusées furent même testées en tant que propulseurs de voitures. C'est ainsi qu'en 1928, la Rak 2, voiture confectionnée par Fritz von Opel, atteignit les 230 km/h. Après des années de travaux et de recherches, ce fut le 7 mai 1931 qu'Oberth fit fonctionner un moteur de fusée à carburant liquide. En février 1931, en Europe, Johannes Winkler lança la toute première fusée à ergol liquide. Rudolf Neffler et Klaus Riedel construisirent des fusées qu'ils testèrent. Ces dernières atteignirent plus d'1 km d'altitude. Une première. L'Allemagne étant soutenue par l'armée allemande, les chercheurs développèrent la série de fusées Agrega. Elles fonctionnèrent à l'alcool éthylique et à l'oxygène liquide. La première fusée de la série Agrega, nommée Agrega 1 et plus connue sous la dénomination abrégée de A1, explosa sur le champ de tir. Ensuite, les A2 furent lancés avec succès les 19 et 20 décembre 1934. Ces dernières avaient la particularité d'être stabilisées par une masse en rotation qui leur permit d'atteindre les 2 km d'altitude. La guerre se préparait. L'Allemagne souhaitait posséder un missile plus massif, plus puissant encore que les précédents. Et c'est ainsi que naquit l'Agrega 3 en 1936. Les essais eurent lieu en 1937. La technologie utilisée fonctionnait, mais il persistait tout de même quelques petits défauts à corriger. Mais la guerre avait commencé, et les succès des armes conventionnelles de l'armée poussèrent le gouvernement à arrêter les dépenses pour les nouvelles technologies. Sans crédit de développement, la construction de l'Agrega 4 en fut donc très ralentie, alors que ce projet était bien plus ambitieux que le précédent. En juin puis août 1942, les 2 premiers tirs de l'Agrega 4 furent soldés par des échecs. En effet, les 2 fusées s'écrasèrent peu de temps après leur décollage. Ces 2 échecs arrivaient au mauvais moment. La construction des agrégats n'était plus, ou presque plus, financée par l'armée. Mais l'équipe continua tout de même ses avancées jusqu'au 3e tir, le 3 octobre 1942. Si le tir échouait, ce serait sûrement la fin du projet Agrega, la fin de longs moments de recherche, beaucoup d'argent financé. Vont-ils réussir ? Vous le saurez en regardant le prochain épisode des Secrets de la conquête spatiale.